Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 11e art, Captain Val speaking pour un nouvel épisode de Old Fashion. L'hiver est bien là avec ses températures négatives, mais heureusement je suis accompagné de l'homme de vos rêves, prêt à réchauffer vos cœurs. Monsieur Thomas Bonneau, de quoi souhaitez-vous nous parler en ce frileux mois de décembre? Salut Val. Alors avant toute chose, je vais te poser une première question. Est-ce que tu connais Georges Abitbol? J'en ai entendu parler une fois ou deux, ouais. Alors Georges Abitbol, pour te resituer, il apparaît sur nos écrans en 1993 et grâce à Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret. En gros, c'est l'homme le plus classe du monde et il se fait assassiner quelque part dans l'atoll de Pop Gali entre l'Australia et la South America dans l'océan Sous-Pacifique. Et ses derniers mots sont monde de merde. À partir de là, Peter et Steven, incarnés par Robert Redford et Dustin Hoffman, partent enquêter sur la mort et les derniers mots de l'homme le plus classe du monde. Merci beaucoup pour cet aparté. Quel est le rapport avec 11e art et avec notre épisode du jour? Eh ben, c'est simple, parce que l'homme dont je vais vous parler, il s'appelle également Georges, mais cette fois Georges Weah. Vendredi au Libéria, pays situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire et au sud du Sierra Leone, au passé chargé, il perdait de moins d'un point son siège de président du pays contre Joseph Boakai, chef du parti de l'Union. Dans un pays ravagé par des années de guerre civile, dont la dernière de 99 à 2003 aurait fait entre 150 à 300 000 morts, le perdant, Georges, a déclaré pour arrêter sa défaite: ce soir, le Congrès pour le changement démocratique, son parti, a perdu l'élection, mais le Liberia a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite. Un autre Georges, du coup, qui était lui aussi très classe. Retour donc sur le parcours de cet enfant de Monrovia, parti en Europe conquérir un ballon d'or avant de revenir à la maison sur la plus haute marche du podium et qui, en ce jour de novembre 2023, aurait pu concourir au titre de l'homme le plus classe du monde. Justement, on reste dans une émission de foot. Est-ce que tu peux nous rapidement nous rappeler sa carrière? Oui, alors rapidement, parce que c'est pas tout à fait le thème de l'émission, mais Weah commence à jouer au football au Liberia. C'est à 22 ans, grâce à l'intermédiaire de Claude Leroy, déjà bien établi sur le continent africain, qu'il partira à l'AS Monaco. On est alors en 1988. Il restera en principauté, entraîné notamment par notre Arsène Wenger national jusqu'en 92. Il gagnera avec les Rouges et Blancs une Coupe de France, mais c'est pas suffisant pour le garder. À cette époque, Canal+ monte un projet concurrent à l'OM champion d'Europe. Ça m'a un peu piqué la bouche de le dire. Et Weah s'envole à Paris. Bien que déjà très apprécié des observateurs, c'est dans la capitale qu'il prend vraiment la lumière, là où il se fait appeler Mister George. Il est un cadre de l'équipe de 1992 à 95 et gagne un championnat de France, deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue, ce qui lui vaudra un départ pour le prestigiant Milan et le Graal d'être sacré Ballon d'Or à la fin de l'année. À Milan, son passage sera plus que retenu. Il gagne un championnat d'Italie, reste 5 saisons pleines, avant de finir sa carrière 3 ans plus tard, après un passage éclair dans un club jadis champion d'Europe, mais depuis relégué au rang de Kidam. Je crois que les picotements dans ma bouche ont disparu. Bon, on comprend qu'on parle évidemment d'un immense joueur, de la décennie 90, on parle de titres, on parle d'une reconnaissance individuelle évidemment avec ce ballon d'or. Qu'est-ce qui le conduit en 2023 à perdre une élection présidentielle? Et ben justement, c'est pas mal que tu nous parles de date et que tu resitues le propos parce qu'elle est là, la bascule. Je me suis rendu compte qu'en fait, Georges Weah, on en entend parler au foot, etc., parce que c'est 10 ans au top niveau footballistique. Mais derrière, c'est presque 20 ans au sommet politique. En 2005, il décide de se présenter une première fois à l'élection présidentielle libérienne. Pour te poser le contexte, le pays sort de 8 ans de présidence de Charles Taylor, qui avait récupéré le pouvoir après sa participation active à une guerre civile tripartite entre le pouvoir en place de Samuel Doe, le groupe rebelle donc de Charles Taylor, et une de ses divisions conduite par un de ses anciens lieutenants, Prince Johnson. En 1997, il accède donc au pouvoir et impose un régime basé sur la terreur. Il finira par être condamné pour crimes contre l'humanité, notamment pour son rôle de fournisseur d'armes contre Diamant au Front révolutionnaire uni du Sierra Leone, mouvement rebelle contre le pouvoir en place réputé pour ses atrocités en tout genre. Faudra pas qu'on s'étonne quand on verra Kylian Mbappé être élu en 2047. En tout cas, c'est pas Là, le meilleur justement, on va y venir. en tout cas, c'est pas le meilleur contexte pour, décider de rentrer en politique. Eh ben, paradoxalement, si. En fait, le Liberia est au plus bas et il a besoin d'un nouveau souffle. Comme tu l'as précisé dans ta question précédente, Ouéa, lorsqu'il revient, ça fait 10 ans que pendant toutes ces années d'horreur, il est tout simplement pas là.
Lavé d'office de tout soupçon à la participation à tout type de crime et fort d'une image de footballeur, il revient quasi en héros. Mais il fait face à l'économiste Ellen Johnson Sirleaf qui, au terme d'une campagne rondement menée sur le thème la reconstruction politique aux politiques et le football aux footballeurs, finira par remporter l'élection avec presque 10% de voix de plus que de son rival. Et donc, consciente de la très forte popularité du joueur et de son potentiel, elle lui proposera d'intégrer son gouvernement au poste de ministre des Sports, offre qu'il déclinera. David Douillet n'a pas fait mieux. Ouais. Je suppose qu'il décline pour se dévouer entièrement à la carrière de son fils, Timothy Weah. Eh ben non, il ne retourne pas au football, il la décline pour retourner à l'école. Il part à l'université en 2007 et finit par être titulaire d'un master en management car dans sa tête, le combat n'est pas fini et il faut qu'il se réarme face à toutes ces nouvelles échéances politiques. Il réapparaîtra en 2011 aux côtés de Winston Tubman au poste de vice-président, mais la présidente sortante, forte d'un bilan qui aura redonné de l'espoir au pays, est réélue. Et il continue puisqu'il finit même par être élu sénateur de Monrovia, la capitale, en 2014, devant le fils de l'actuelle présidente. Bon, je te vois venir un peu de loin, pas besoin de nous faire un dessin pour comprendre la suite. Exactement, le final, le clap de fin. 2017, il est enfin élu président de la République. Il dispose alors d'une solide réputation, de diplômes universitaires, on l'a dit, mais aussi d'expérience politique au plus haut niveau. Et malgré quelques controverses lors de son mandat de sénateur pour ses liens avec l'ex-femme du président Taylor, celui qui, tu sais, président Taylor, c'est celui qui échangeait les P-38 contre les diamants avec le Sierra Leone. Ah oui. Il gagne avec 61,5% des voix et prend la suite du coup d'Ellen Johnson Sirleaf, reconnue de toutes et tous et qui finira même lauréate du prix Nobel de la paix. Le bilan de WEA est mitigé, même si beaucoup d'objectifs sont atteints, comme le développement significatif d'infrastructures publiques. Et du coup, il se représente en 2023, mais on commence à le dire déconnecté de la vie libérienne et pas suffisamment incisif sur la lutte contre la corruption. Et certains s'amusent même à le surnommer Sleepy Joe, en référence à qui vous savez. Bref, vous connaissez la suite. Il perd donc le mois dernier de quelques dixièmes de points et quitte la présidence du pays. Alors effectivement, ouais, l'histoire est belle, mais qu'est-ce qu'elle raconte exactement? Et est-ce qu'elle fait écho à d'autres histoires de héros similaires? Eh ben, en réalité, elle raconte plusieurs choses. Tu parlais de Kylian Mbappé pardon, tout à l'heure, et c'est pour ça que je ne le mettrai pas en lien avec l'histoire de George Weah. Aujourd'hui, on le sait, le populisme vit de belles heures et beaucoup de personnalités publiques se vivent politiquement. Le plus connu, c'est Donald Trump, bien sûr, mais on a aussi Volodymyr Zelensky en Ukraine. Maintenant, il est chef de guerre et c'est comme ça qu'on le connaît, mais à l'origine, c'est un ancien acteur à succès. Où on l'a nommé chez nous David Douillet au ministre des Sports, qui a été suivi ensuite par Laura Flessel et pléthore d'autres sportifs. Généralement, dans nos cultures politiques européennes, le personnage public qui devient politique, il est souvent vu négativement, un peu trop showman, hors des clous et des réalités socio-économiques du pays. Mais dans des pays qui n'ont connu que des massacres et prises de pouvoir successives de tyrans, alors il peut être synonyme d'espoir. Et c'est ce que Georges Weah, et c'est là son pari gagné, a réussi à incarner. On remarque également cette tendance au sauvetage de fédérations, souvent soupçonnées de corruption, comme au Cameroun avec Samuel Eto'o et son bilan plus qu'honorable, ou Didier Drogba qui commence à avoir des ambitions en Côte d'Ivoire et qui perdra l'élection l'année dernière, au premier tour, donc en 2022. Souvent, ces génies revenus en Afrique après des carrières internationales, ils racontent une autre histoire que celle qu'on pourrait raconter en Europe, et ils incarnent généralement autre chose, même si évidemment, généralité et analyse sociétale font jamais bon ménage. Oui, d'ailleurs Samuel Eto'o et la corruption, je pense qu'on peut attendre un petit peu avant de se prononcer. Voilà. Maintenant qu'il a perdu, est-ce qu'on sait ce qu'il va devenir? Eh ben, c'est un peu tôt pour le dire, la défaite date que d'un mois. Mais une chose est certaine, c'est qu'à 57 ans, Georges Weah est très loin de la retraite. Son comportement a fait l'unanimité lors de sa défaite, très largement, hein, dans le monde entier, mais aussi régionalement chez ses voisins, comme chez le Grand Nigeria, qui avait aidé à la stabilité du Liberia, et localement dans toute la société civile libérienne, que ce soit chez ses soutiens comme chez ses opposants. Donc nul doute que Mister George nous prépare encore quelques surprises. Et quoi qu'il en soit, moi, je lui conseille de s'accrocher, car comme disait un autre Georges, pour faire taire José, qui trouve sa barre de fringues chez Azedine Alaya ou achète ses soupules chez Yoji Yamamoto, le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence et je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Bref, bonne chance. Magnifique Thomas, et puis comme le disait un vieux sage libérien: «Weah bien qui weah le dernier». C'est évidemment faux, personne n'a jamais dit ça. Mais Et merci beaucoup. c'est le moment où je vais partir moi aussi. Le mec, il a fait toute une chronique bien écrite et tout pour que je la plombe comme ça avec une vieille phrase à la fin. En tout cas, merci beaucoup, Thomas. Nous, on se retrouve évidemment sur 11e art dès vendredi avec un nouvel épisode de Poteau Carré sur Nice. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, sortez couverts. Ciao, ciao.